Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo, les recettes du fleu. On va faire un brookie en parlant de nos assistanats. Personnellement je suis partie en assistanat dans le Wisconsin aux États-Unis de 2023 à 2024 pendant 10 mois. Et moi c'est Juliette et je suis partie en assistanat en Irlande du Sud, à Dublin, et je suis partie l'année dernière, donc en 2024. Alors qu'est-ce que l'assistanat? Alors l'assistanat ça ressemble un peu à un échange universitaire, sauf que on n'est pas à l'université et on travaille dans des écoles. Normalement c'est assistant de langue, donc on va dans des écoles, vu qu'on est française, dans des écoles de français à l'étranger. Et on aide les professeurs, on aide les élèves, voilà, globalement. On m'a souvent dit que le but d'un assistant de langue, c'était vraiment apporter le côté culturel dans les classes de français. Pourquoi avoir décidé de faire un assistanat? Moi, personnellement, c'est parce qu'à la fin de la licence, j'étais un petit peu perdue. Et je savais pas trop quoi faire en fait. Parce que la licence, c'était assez général. J'avais fait une licence LLCER anglais-espagnol à l'UCO à Angers. Et je savais pas trop de projet pro derrière, je savais pas trop quoi faire et je voulais pas me lancer dans un master à l'aveugle pour finalement le regretter. Et je voulais vraiment être sûre de mon choix de devenir professeur de français à l'étranger. Du coup, je me suis dit quoi de mieux que faire un assistanat pour vraiment me rendre compte des réalités de terrain. C'est pour ça que du coup, j'ai décidé de faire un assistanat. Moi, c'est parce que je savais déjà que je voulais être prof de français langue étrangère. Mais vu que je suis un petit peu angoissée de la vie, je me suis dit que j'allais être plus facilement acceptée dans un master si j'avais fait un assistanat, sauf que j'ai candidaté avant de partir en assistanat et donc les masters me refusent très facilement si on part en LCDUR. Avec quelle plateforme êtes-vous parti? Alors faut savoir qu'au niveau des assistanats pour les français, il y a un peu deux options. Moi je suis partie avec Amity qui est spécialisé dans les assistanats aux États-Unis. Ils font vraiment que les États-Unis. Peut-être qu'il y a un peu plus de choix du coup au niveau des écoles. Et moi, je suis partie avec le site du ministère de France. Et je crois qu'il s'appelle FEI, France Éducation Internationale. Moi, c'est celui qu'on m'avait recommandé quand j'ai parlé de mon projet à l'université. Quels sont les critères pour être sélectionné? Alors, je pense qu'ils diffèrent un peu. Comme on est parti avec deux organismes différents. Moi, pour partir, fallait faire un entretien avec un prof qui est agréé, entre guillemets, pour pouvoir faire partir des gens en assistanat. Donc moi, j'avais la chance d'en avoir un dans ma fac. Du coup, fallait prendre rendez-vous avec lui. Donc il y avait un premier rendez-vous pour discuter un peu du projet, de nos attentes et tout. Et après, il y avait un deuxième rendez-vous où en fait, il allait me poser des questions. Et en plus, comme moi, je partais dans un pays anglophone, souvent, on devait parler anglais en fait, parce que c'est lui qui a testé de mon niveau d'anglais pour partir. Je me souviens qu'il y avait une question, c'était vous avez un public de 5e et quel cours vous leur faites sur la culture française? Moi je sais qu'à l'époque il y avait Astérix Obélix qui était parti. Du coup j'avais dit que je ferais un truc sur Astérix Obélix. Vu qu'ils sont spécialisés sur les États-Unis et que les États-Unis demandent énormément de documents pour les visas et de critères, il fallait avoir il y avait un minimum d'âge, il fallait un niveau certifié de B1 en anglais minimum si je me trompe pas. Heureusement, j'avais anticipé, j'avais passé une certification. Il fallait un casier judiciaire vide, il fallait faire un entretien avec un professeur aussi. Il y avait quelqu'un à l'université d'Angers. C'est assez simple, je pense, de trouver des interlocuteurs pour passer l'entretien. Moi, comme c'est leur université, en fait, j'ai pas trop galéré. Mais je pense qu'il y en a facilement dans chaque université. Ouais. Il fallait avoir comme projet professionnel de devenir professeur. Il fallait être de nationalité française ou avoir comme langue première le français, parce qu'il y a plein de francophonies, donc les Québécois peuvent partir. On avait un Camerounais qui était avec nous comme assistant. Je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais voilà, le processus était un petit peu long. Alors, du coup là on vient de faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie, et maintenant on va le mettre avec le sucre et la pincée de sel. Quelles étaient vos missions principales en tant qu'enseignante de langue? Moi, c'était de faire la surveillance au niveau des repas. À titre indicatif, c'est très spécifique par rapport à l'école et le pays. Mais du coup, je faisais surveillance au niveau des repas et des récrés. Je faisais la surveillance au niveau de la sortie de l'école pour que les parents viennent chercher, parce que j'étais en école primaire, donc les parents viennent chercher leurs enfants. Et aider au sein de la classe, les professeurs me disaient de quoi ils avaient besoin, je faisais de la préparation de classe, j'ai aidé les élèves, j'ai
aider les élèves à se préparer au DELF, prime. Alors moi mes missions, j'en avais un peu moins, je veux dire moi c'était vraiment axé sur le français. Avant de commencer je dirais que les missions c'est bien de les définir avec le professeur en amont, moi c'est ce que j'avais pas fait avec ma professeure référente. Du coup en fait mes missions tout au long de l'année elles étaient un petit peu floues. En fait elle me demandait vraiment de préparer l'aspect culturel, mais des fois aussi elle me faisait préparer des choses plus sur des points grammaticaux et des choses comme ça. Donc voilà. Et après moi d'une manière plus large, comme j'avais envie de me faire un petit peu de sous en plus, j'ai pu demander à faire des surveillances aussi. Donc en fait le vendredi, là où normalement j'avais pas cours, je revenais à l'école quand même et je surveillais les récrés. Et on faisait ce qu'on appelle du team teaching, où en gros c'était une nouvelle chose qu'ils avaient mis en place à l'école. Et en fait moi je devais aller dans les classes des autres professeurs, dans les autres matières. Et en fait je me mettais au fond de la classe et en gros je devais surveiller que les filles n'étaient pas sur leur tablette et faisaient bien le cours, quoi. Parce qu'en fait elles avaient toutes des tablettes. Et en fait ça servait à s'assurer que elles faisaient pas autre chose, et aussi pour les aider un petit peu s'ils avaient des difficultés. En vrai c'est une bonne expérience parce qu'au moins ça me permettait vraiment de pratiquer mon anglais autre que dans les cours de français. Donc c'était vraiment interdisciplinaire et ça me permettait du coup même moi niveau linguistique en fait j'ai beaucoup appris dans ce team teaching. Combien d'heures de cours vous avez dans la semaine et combien d'heures en général vous travaillez dans la semaine? Je crois qu'on avait un taux horaire à respecter. J'avais 20 heures, mais en fait c'est pas beaucoup. Et ça se fait très bien, surtout que les cours en fait finissaient à 15h30 je crois. Donc en fait la journée elle est très rapidement finie. Et puis en plus on a obligation d'avoir un jour off dans la semaine. Et en général c'est fortement conseillé pour les écoles de nous mettre le jour off soit le vendredi soit le lundi pour que ça nous fasse des longs week-ends et pour qu'on puisse faire des petits voyages à côté. On faisait des journées 9h, 16h, sachant qu'on arrivait toujours un peu en avance, on finissait toujours un peu plus tard. Tous les jours de la semaine, 5 jours dans la semaine, et on avait une demi-heure de pause le midi. Et au niveau de l'enseignement, on n'a sûrement pas autant enseigné qu'on était supposé le faire. Au niveau du dernier trimestre, on était censé enseigner un petit peu plus. Moi j'ai eu la chance qu'une des profs avec qui je travaillais m'a beaucoup laissé prendre en main la classe pour des activités. Mais c'était pas le cas avec tous les profs, on faisait vraiment plus de l'aide que de l'enseignement. Enfin les cours que je faisais c'était pas mes cours à moi, c'est pas moi qui préparais. Est-ce que vous avez observé des différences entre l'école française et celle de votre pays d'accueil? Moi la principale différence déjà c'est que j'étais dans une école qui était que de filles. Déjà ça faisait bizarre en fait de se retrouver, j'avais jamais été prof avant. Et j'ai pas ressenti de différence en tant que prof, mais dans l'atmosphère et tout, c'était vraiment que des filles. Et aussi, elles avaient tout l'uniforme. Ça en soi, c'était pas bizarre. Et aussi, elles avaient toutes des tablettes en fait. Niveau équipement, elles ont toutes des tablettes, des iPads en fait. Et en fait, tous leurs cours, ils sont dessus. Tous les livres, ils sont dedans. Donc en fait, elles ont quasiment pas de livres. Une autre différence, ça concerne pas trop le français, c'est une matière qu'elles ont, ça s'appelle Home Economics. Et en gros, elles apprennent comment tenir une maison, comment faire de la cuisine, comment faire un repas avec un certain nombre de calories, comment avoir une bonne hygiène de vie et tout. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de cours parce que je trouve qu'en France, on ne l'a pas forcément. Et pour certaines choses, je trouve ça bien de l'avoir. Une autre différence, c'est en fait les horaires. Donc, elles finissent à 15h30. Au niveau des différences, c'est quand même assez différent. Déjà pour l'école primaire, d'avoir cours 8 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est beaucoup. Sachant qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de vacances. Donc ça fait je trouve que pour des petits, ça fait vraiment énormément. Enfin, on avait des enfants de 4 à 10 ans. Donc les petits de 4 ans, ils étaient vraiment crevés. Ils faisaient la sieste, mais ils arrêtaient à 5 ans de faire la sieste. Donc voilà. La représentation des cultures, qui est, je trouve, beaucoup mieux. Par exemple, au niveau des périodes de fêtes de fin d'année, ils faisaient vraiment en sorte de parler de toutes les cultures, de comment célébrer Noël, toutes les religions, qui était fêté par quoi, et de faire intervenir des personnes qui célèbrent cette culture pour qu'ils puissent en parler. Il y avait un énorme point mis sur l'inclusion partout au niveau de l'école. Il y avait des gros panneaux par exemple pour les communautés LGBT. Moi juste un point sur le fait que toutes les cultures soient représentées, toutes les francophonies soient représentées. Dans le couloir principal il y avait 30 drapeaux de toutes les communautés francophones. Au niveau de la discipline, mais il n'y a pas de discipline. Il faut mettre en avant le positif. Et faut pas forcément dire ce qui va pas. Il y a des petits problèmes de violence, c'était un peu compliqué parce qu'on savait pas trop comment réagir. Parce qu'il y a vraiment, faut pas toucher les enfants du tout, même si c'est techniquement gentil, hein, genre un câlin, techniquement on n'a pas le droit. Même si l'enfant veut tenir la main et tout, normalement on n'a pas le droit. Moi je te rejoins aussi un peu par rapport à l'Irlande sur la semaine
enfin sur l'inclusion, il y avait beaucoup des semaines dédiées en fait sur des thèmes. Et je sais que par exemple, j'ai le souvenir d'avoir une semaine justement sur les communautés LGBT. Et en fait, c'est plein de semaines à thème comme ça qui permettent de sensibiliser même les élèves en fait à plein de sujets. Et il y avait aussi par exemple beaucoup de collecte d'argent. C'est ça. Et en fait, ils demandaient de l'argent pour des associations en fait locales et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouve qu'on n'avait pas forcément ça en France. Du coup, ça m'a très agréablement surprise en fait de voir ça et aussi de voir en fait qu'il y avait même des après-midi complètement mobilisés en fait, complètement banalisés pour ce genre de projet. Alors c'est vrai qu'en France, je trouve que c'est des choses qu'on avait beaucoup moins. C'était vraiment la priorité au cours, alors que là, la priorité était vraiment donnée un peu au bien-être et un peu à l'ouverture d'esprit en fait des élèves. Est-ce que vous avez observé des différences en termes de relation entre le prof et les élèves? En tout cas, dans mon école, non. Après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de soucis entre des filles et des professeurs hommes, ou notamment, enfin, par exemple, je sais pas, des soucis qui peuvent arriver quand tu as une école que de filles et un professeur du sexe opposé. Sinon, après, dans la relation pédagogique, je pense que ça a sensiblement la même qu'en France. J'ai pas relevé de grosses différences. Mais je l'ai trouvé limite plus amical en fait. Il y avait moins cette distance qu'il peut y avoir en France. Je te rejoins complètement sur le fait que ça reste assez similaire, mais qu'il y a peut-être un peu plus proche, un peu amical. Ouais, je te rejoins. Les enfants se confient énormément, ce genre de choses. Donc, ils se trouvent légèrement plus proches de leurs professeurs. Mais globalement, ça reste très similaire. Oui, alors là, on a rajouté la farine au mélange et Apolline a coupé des petites noix concassées. Et là, on va mettre tout ça dans le petit moule. Qui a été beurré et fariné. Et c'est la première étape du brownie, le brownie. Comment avez-vous financé votre voyage et est-ce que vous avez eu des aides et combien vous étiez payé? Comment j'ai financé mon voyage? En fait, j'avais travaillé l'été avant, parce que du coup, j'ai commencé à la rentrée de septembre. Donc j'avais travaillé tout l'été avant, donc j'avais pas mal de sous de côté. J'avais pas encore eu le temps de les dépenser, fort heureusement. Pour le financement, sinon en fait, comme on avait un salaire là-bas, en fait, ça se régulait pas mal. Bon, c'est vrai que c'est pas une année pendant laquelle j'ai mis beaucoup de côté. En fait, c'est tout ce que je gagnais, ça passait dans le loyer et dans les dépenses extérieures. Et sinon, le salaire, au début, c'était 920 ou 980 euros, je crois. Et après, en fait, en cours d'année, je crois au mois de janvier, ils nous ont augmenté. On est passé à 1080, enfin on a gagné 100 euros en gros. Et en plus, du coup, j'avais demandé à être surveillante le vendredi. Donc ça me faisait un très très bon salaire à côté parce qu'on était payé 20 euros de l'heure. Ce qui était énorme. Et du coup, en fait, ça me faisait, et comme je faisais 5 heures en plus toutes les semaines, ça me faisait un bon complément de salaire. Et en plus de ça, j'avais fait la formation pour être surveillante et examinatrice au DELF. Et en fait, du coup, tous les mois, j'arrivais à me trouver des examens à corriger. Et ça, pareil, on était payé à la copie et tout. Donc en fait, ça faisait aussi une rentrée d'argent. Donc en gros, 2000 euros. Ça dépendait en fait des heures que je faisais, mais en moyenne 2000 euros. Il faut savoir que pour les États-Unis, au niveau du visa, c'est un visa où on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit d'étudier. Donc on n'a pas le droit de recevoir de salaire. Donc on avait un stipend qui est globalement de l'argent de poche. 300 $ par mois, ce qui, selon le cours, équivaut à 270 euros environ par mois. Et on n'a pas le droit de travailler à côté. Donc pour financer, merci à papa et maman. Je pense que le billet d'avion est très cher. Voilà, j'avais un peu de sous de côté, mais c'était clairement pas suffisant. Il fallait une assurance maladie obligatoire, c'est pareil, c'est cher. Les papiers de visa sont chers aussi. On est sur 300, 400 euros au niveau des papiers de visa, tout compris. Et au niveau de votre hébergement, comment vous l'avez trouvé? Alors, faut savoir que pour partir en Irlande et se faire loger en Irlande, c'est extrêmement compliqué. C'est hyper galère de trouver un logement. En fait, là-bas, même à des prix excessifs, trouver un logement, c'est quasiment impossible. En fait, moi, j'avais une autre assistante de langue qui était espagnole, qui partait dans la même école que moi. On avait été mises en contact. Et du coup, on s'envoyait des messages pour savoir s'il y en avait l'une ou l'autre qui trouvait quelque chose. Et dans tous les cas, on s'est dit qu'on se mettrait ensemble. Le mois passait, moi, je partais au mois de septembre. Et en fait, plus ça se rapprochait, au moment où je trouvais le logement. Et j'ai écumé tous les sites possibles. Il y avait des, je crois que c'est, des applications que je trouve plus, mais au pire, je les mettrai dans les commentaires. Et j'ai tout écumé, je trouvais rien. Facebook, il n'y avait rien. Et les loyers sont exorbitants. Du coup, il fallait aller chez l'habitant. Et cette fameuse assistante d'espagnol, qu'on va appeler Sarah pour la suite de la vidéo, Sarah a trouvé une maison, en fait,
Elle avait envoyé un message à la directrice de l'école en disant soit vous nous trouvez quelque chose, soit on vient pas. Et du coup, la directrice en a parlé en salle des profs et il y en a un qui avait sa voisine qui pouvait accepter des gens chez elle. Et du coup, en fait, on allait chez cette dame-là. Donc en fait, je me suis retrouvée voisine et collègue. Mais voilà, il faut savoir que pour partir à Dublin, c'est très compliqué et les loyers sont très très chers. Typiquement, avec Sarah, on partageait une chambre et c'était 650 €. Nous, vu qu'ils ne nous payent pas, l'avantage c'est qu'ils nous fournissent un loyer, enfin un endroit où dormir, chez l'habitant. Donc ils demandent des familles d'accueil, chez qui on vit, enfin on fait partie de la famille quoi techniquement. Alors faut savoir que moi j'en ai eu 2 des familles d'accueil parce que la première ça s'est extrêmement bien passé. Donc j'ai demandé à changer et voilà, j'ai eu de la chance que la personne qui s'occupait des familles d'accueil était très réactive. C'est d'ailleurs chez elle que je suis allée, j'ai passé 1 mois chez ma première famille d'accueil et les 9 mois restants chez la responsable des familles d'accueil et la bibliothécaire de l'école. Et leur famille était incroyable et c'était trop gentil et vraiment ça a beaucoup aidé, surtout pour les périodes de Noël, etc. où aux États-Unis on ne rentre pas pour les périodes de Noël parce que c'est cher. Le but c'est de participer à la vie familiale, ce qu'ils me laissaient pas faire parce qu'ils se sentaient mal, parce qu'ils étaient trop gentils donc... Je nettoyais en secret de la salle de bain, etc. En mode ah, regardez, j'ai fait. Vous me l'avez pas demandé de le faire, je faisais un peu la vaisselle, etc. Parce que je me sentais mal d'être là. Bon, voilà. Mais j'avais la petite chambre pour moi et ils ont été super. Donc je suis très contente. Alors, petit point cuisine, on a mis les 2 sucres différents ici. On a fait fondre le beurre. On va verser le beurre dans le sucre. Bien mélangé. Petit tips d'Apolline pour le beurre, on l'a fait brunir dans une poêle pour plus de goût. Encore une fois, petit tips d'Apolline. Pour que le cookie soit plus moelleux, on fait pré-cuire le brownie dans le four quelques minutes. Est-ce que ça a été facile de s'intégrer et de se faire des amis? Alors, pour se faire des amis, en vrai c'était assez facile parce que l'organisme avec lequel je suis partie, ils nous ont donné une carte en fait avec tous les numéros de tous les assistants en Irlande et en fait plusieurs fois ils faisaient des réunions et du coup ça m'a permis de rencontrer du monde dès le début et après en fait on a tout avec tous les assistants qui étaient à Dublin. En fait on s'est créé un bon groupe d'amis, on est une dizaine et en fait toute l'année en fait on est restés ensemble, on se voyait vraiment quasiment tous les jours en Irlande et vraiment c'est encore maintenant c'est encore des amis qu'on se voit et tout et c'est vraiment cool. Sinon après je me suis pas fait d'amis irlandais parce que j'en ai pas forcément eu besoin comme j'avais déjà un bon noyau d'amis français. Et après les collègues au niveau de l'école en vrai c'était hyper sympa. Ils avaient un peu de mal à intégrer de nouvelles personnes, surtout qu'on était très jeunes avec Sarah et je pense qu'ils avaient un peu déjà leur noyau et tout. Donc voilà, après c'était pas méchant non plus mais comme on était 2 en fait c'était plus facile de rester ensemble plutôt que de s'ouvrir aux autres collègues. Et du coup aussi une très bonne amie que je me suis faite en fait c'est Sarah parce que en fait on s'est vite très bien entendu et j'ai eu la chance de tomber sur elle parce que la colocation se passait super bien, surtout dans la même chambre. Donc c'est vrai que j'aurais pu tomber sur quelqu'un en fait, avec qui ça se passait mal mais c'est vraiment super bien passé. Et malgré tout le temps qu'on passait ensemble en fait ça se passait toujours très bien. Donc voilà, mais c'est vrai que moi les amis principaux que je me suis fait c'est mes amis en fait assistants de langue. Avec qui vraiment c'était vraiment des découvertes en amitié qui étaient géniales. Et moi de mon côté, c'est regrettable mais il n'y a pas eu cette mise en place par mon organisme. Ils ont créé un groupe Facebook avec tous les assistants de langue qui étaient aux États-Unis au même moment que nous. Donc si on voulait s'organiser pour faire des choses, etc., on pouvait. Et c'est grand les États-Unis donc... Enfin, il y avait des gens en Louisiane, il y avait des gens à New York, en Californie. J'avais de la chance qu'on était de base 4 assistants dans mon école. Il y en a un qui s'est malencontreusement fait virer pendant l'assistant. Mais voilà, donc c'était 3 Françaises avec qui on s'est super bien entendu. Ça a vraiment été un support émotionnel, je pense, pendant tout l'assistanat. Un point d'ancrage, mais moi je les avais contactés avant de commencer l'assistanat. Enfin, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas Amity qui nous a dit ah bah vous êtes ensemble, etc. De ton propre chef. C'est ça. J'ai vraiment essayé de rentrer en contact parce qu'il y avait aussi une école de langue, école collège-lycée. Donc il y avait une assistante francophone là-bas aussi, donc on est rentré en contact avec elle. Il y avait une école d'immersion allemande, il y avait 2 internes allemandes là-bas, donc
j'ai demandé à rentrer en contact avec elle, mais c'est nous qui avons dû chercher les informations. Donc pas forcément facile parce que les Américains sont très sympathiques, mais superficiels. Dans le sens où, non mais des amitiés profondes où vraiment tu te dis tout et genre non, ça va être toujours des... Ouais, ça va être sympa, mais tu fais pas vraiment d'amis. Voilà, heureusement que j'avais les francophones avec moi parce que pour le coup là on s'est vraiment super bien entendu, on est encore en contact à l'heure actuelle. Non, je dirais pas, c'est pas facile de s'intégrer, surtout qu'on travaille, on n'est pas à l'université, donc Bah c'est ça. c'est un peu différent. Donc maintenant on va ajouter les copeaux de chocolat. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager dans d'autres pays ou d'autres états Comme vous le savez sûrement, l'Irlande est divisée en deux. Et du coup, moi j'ai pas mal on a pas mal voyagé avec mon petit groupe d'amis. Du coup, en fait, il y en avait 2 qui étaient venus en voiture de France. Elles avaient pris le bateau. Et donc on avait 2 voitures, donc ça nous fait 2 fois 5 places, donc 10 personnes. C'était trop cool pour voyager. Et on louait des gros Airbnb. Enfin, je dis ça comme si on faisait tout le week-end, ça arrivait 2 fois. Mais c'était déjà très cool. Sinon, on prenait souvent des auberges de jeunesse et on a voyagé quasiment dans tous les coins sympas de l'Irlande. On a fait Galway, on a fait Cork. En plus, comme pas mal d'entre nous faisaient la formation pour devenir examinateur au DELF, en fait, il y avait une fois, c'était justement à Cork. Et du coup, en fait, ça nous faisait bouger tous ensemble. Donc c'était cool. On a aussi été en Irlande du Nord, du coup, tous ensemble. Donc ça c'était très sympa aussi, on a été à Belfast, c'est ça. Tout à la fin de mon Sistana, j'ai une copine de France qui m'a rejoint et avant de partir on s'est fait une semaine en fait de road trip en Écosse. Et moi, vous savez, les États-Unis c'est grand, il y a plein d'opportunités, mais j'en ai pas de vacances, très peu. Une semaine à Noël, quelques jours à Thanksgiving, c'était un week-end long, et une semaine en mars. Alors, on avait quelques week-ends longs de 3 jours, mais en fait tout est loin, donc même si tu prends l'avion, il y a forcément des correspondances, puisque la ville où j'étais, il fallait forcément des correspondances pour aller, qu'importe. Donc j'ai fait Chicago plusieurs fois, parce que j'étais pas très loin de Chicago, au niveau du Wisconsin. Je suis allée au Canada quelques jours pendant la semaine de vacances en mars, parce que mes parents m'y ont rejoint là-bas. Donc on a fait Montréal, Toronto et les chutes du Niagara. J'ai fait des journées dans des villes comme Madison. J'ai eu la chance que pendant Thanksgiving, ma famille soit allée à New York en voiture. Donc on a conduit 14 heures. Et voilà, j'ai eu vraiment la chance immense qu'ils m'emmènent avec eux. Donc j'ai fait un peu quelques états dans ce coin-là et on a fait une journée à New York City. Je suis allée à la Nouvelle-Orléans pendant mon premier solo trip que j'ai pas apprécié. Enfin, Nouvelle-Orléans c'est très bien, mais partir seule j'ai pas aimé. Voilà, pendant 2 jours et demi. J'aurais voulu plus voyager, mais c'était juste quasiment impossible parce qu'on n'avait pas le temps. On n'était pas franchement payés non plus. Donc, et puis, ce qui m'a permis de bouger pas mal quand même, c'est que j'avais un permis international et que ma famille d'accueil me laissait prendre leur voiture. Donc ça a quand même permis de compenser un petit peu, c'est qu'on était toutes pas loin au niveau de nos familles d'accueil, les 3 assistantes francophones, et donc petit fast-food ce soir, oui, y a pas de souci, hop, la voiture, on va chercher tout le monde et on va au fast-food. Et voilà, il y avait là un lac et tout, donc c'était quand même sympa, on a pu se baigner sur la plage, dans le lac, donc l'eau n'est pas salée, c'était un petit peu perturbant, mais voilà. Et comment t'as fait pour avoir ton permis international ? Alors, mon permis international, quand on est en France, il faut envoyer des petits papiers à Cherbourg, à Paris. C'est un peu long, 8 mois en moyenne. Et voilà, il faut envoyer une petite photo d'identité, il faut remplir un formulaire en ligne sur le site du gouvernement. Donc la procédure est assez simple, c'est juste que c'est super long. Et voilà, si vous partez moins de 3 mois aux États-Unis, vous n'avez pas besoin. Quel est votre plus beau souvenir ? Alors je dirais déjà mes plus beaux souvenirs, c'est tous les voyages que j'ai fait avec mes copains d'Irlande. Vraiment, on a vu des choses incroyables, on a vécu des moments dingues. Mais en fait, en général, tous les moments que j'ai passés avec eux, en fait, c'était vraiment une bulle et j'ai rencontré j'ai des petits frissons quand j'en parle. Et j'ai vraiment rencontré des gens incroyables, on s'est tous trop bien trouvés en fait. Et c'était vraiment bienveillant, enfin c'était trop cool. Et en fait, en général, tous les voyages qu'on a fait ensemble étaient complètement dingues. Et sinon, le dernier jour de l'école, j'avais en fait toutes mes élèves qui étaient en seconde. Elle m'avait fait en fait une surprise. Bon, j'avais un petit peu cramé parce qu'il fallait comme par hasard que je sorte de la classe. Mais en fait, elle m'avait acheté un grand drapeau d'Irlande, elle avait tout signé dessus, elle m'avait fait plein de cartes avec des mots hyper gentils. C'était trop bien en fait. Là, je me suis vraiment rendu compte de l'impact un peu que j'avais eu. Ça me faisait trop plaisir en fait de voir que c'est ça que vous allez retenir de moi. Et du coup, j'étais vraiment hyper contente. Il y en a même 2 ou 3 que on est encore un peu en contact et on se prend des nouvelles régulièrement pour savoir un peu où est-ce qu'on en est dans nos vies respectives. Donc je trouve ça vraiment cool et ça c'est vraiment un super beau souvenir en fait.
le dernier jour. Et moi, c'est pareil, j'en ai plusieurs en même temps. C'est long, 10 mois, donc c'est une expérience qui est incroyable, donc on fait plein de bons souvenirs. Déjà, je dirais chaque moment passé avec les enfants. Comme tu dis, on voit l'impact qu'on fait sur eux. J'ai reçu énormément de cadeaux. C'était des petits, donc voilà, mais je recevais des dessins tous les jours. On me disait tous les jours que j'étais leur prof préféré. Enfin, ils étaient vraiment trop kiki. Il y a un cadeau qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'ils savaient tous que j'adorais Hello Kitty. Donc déjà, ils me faisaient des dessins Sanrio. Mais c'est qu'un des derniers jours, il y a un élève qui m'a offert une tasse Hello Kitty en mode prof. J'ai pleuré. Il faut savoir que je pleure beaucoup et que ça s'est beaucoup vu pendant l'assistanat. Donc tout le monde savait que je pleurais énormément, même les élèves. Ils étaient en mode, elle pleure. Ah, d'accord. Bon. C'est normal. Voyage au Canada, c'était exceptionnel, les chutes du Niagara, incroyable. En plus, j'étais avec mes parents, donc ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Même si on s'appelait toutes les semaines. Ça m'a fait beaucoup de bien, un petit break. Et assez exceptionnel, mais j'ai vu des aurores boréales. Il y a une fois où elles sont descendues assez bas, elles étaient visibles de pas mal d'endroits. Et donc à minuit, on a pris la voiture et on a traversé l'État pour chasser les aurores boréales. Et on a fini. Le brookie, il reste à le faire cuire. Maintenant, on va l'enfourner. Mais il est pas mal, il est assez beau, je trouve. Ouais. Alors, petite précision, on a mis 3 sortes de chocolat. Oui, parce qu'on a un petit peu gourmand. Voilà, c'est ça. Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Et maintenant, on met au four 20 minutes. Et j'ai une dernière question, est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui voudraient partir en assistanat? Moi, je dirais, avant de partir, déjà, bien préparer son voyage. En Irlande, sachez-le, c'est très compliqué de trouver un logement, donc vraiment anticiper ça. Même les Airbnb, c'est très cher si vous avez prévu en attendant de trouver quelque chose, prendre un Airbnb, c'est assez compliqué même de trouver ça. Donc voilà, anticipez bien le logement. Et surtout, une fois que vous êtes arrivé là-bas, bien communiquer avec la prof avec laquelle vous êtes. Moi, je sais qu'on a eu des petits soucis par rapport à ça, notamment quand elle me demandait de préparer des cours le dimanche soir pour le lundi. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc j'en ai parlé et après, elle a fait des efforts par rapport à ça. Mais voilà, faites attention à ce qu'ils ne vous prennent pas non plus pour des personnes qui sont à leur disponibilité H24. Et bien communiquer sur les objectifs, sur les choses que vous devez faire, ça c'est hyper important. Nous, je sais qu'ils mettaient en place des réunions une fois par semestre pour vraiment faire un point sur comment ça se passe, sur comment bien travailler avec une assistante de langue. Malheureusement, ma professeure n'y assistait jamais. C'est pour ça que des fois c'était un peu compliqué. Voilà, ne pas hésiter en fait à leur dire quand ça va pas parce qu'ils sont à l'écoute. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir une prof qui était quand même à l'écoute, qui n'hésitait pas à se remettre en question, donc ça c'était chouette. Et aussi en Irlande, j'ai eu la chance de pouvoir passer la formation au DELF. Et surtout, n'hésitez pas à le faire, parce que je vois Pauline, je pense qu'elle aurait bien aimé le faire. Et surtout que ça ne coûte rien. En Irlande, ça n'a rien coûté. Alors je sais qu'en France, ça coûte excessivement cher. Donc nous, la formation était totalement gratuite. La seule chose qui était à nos frais, en fait, c'était le logement si on voulait aller à Cork, comme moi j'étais à Dublin. Mais sinon, en fait, c'est une formation qui est totalement gratuite, qui est valable 5 ans. Et ça rapporte des sous et en fait c'est que du bonus, c'est que du plus en tant que prof. J'avoue que je me suis pas encore trop renseignée pour faire passer ici en France, j'attends encore de m'acclimater un petit peu. Vous l'avez pour 5 ans et si vous voulez le renouveler, il y a juste des formations en ligne à faire. Et même après en tant que prof, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, notamment dans les descripteurs, évaluer des niveaux de langue. En fait c'est que du plus. Et aussi, dernier conseil, c'est n'hésitez pas à aller vers les gens. Je pense que mon voyage, je l'aurais pas vécu pareil si j'avais été toute seule pendant 10 mois. Et comme l'avait dit Lizzie et Axel dans leur vidéo, c'est ok de rencontrer que des Français, vous n'êtes pas obligé de rencontrer des Irlandais ou des locaux pour faire de votre voyage quelque chose d'inoubliable. Je pense qu'on est tous plus à l'aise avec des Français parce qu'on se reconnaît, on a des références culturelles, on a des blagues. Ouais, je suis assez d'accord, anticiper. Le visa, les rendez-vous à l'ambassade, faire tous les papiers, le permis international, les billets d'avion, c'est un stress monstre. Donc si on anticipe, ça se passe beaucoup mieux. Ne pas se laisser marcher dessus, je suis assez d'accord. Prenez confiance en vous, vous êtes un être humain qui a ses droits. Allez vers les gens, je suis assez d'accord aussi. Surtout de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul en fait. Des fois, il y a des expériences qu'on va vivre, on va se dire ça se trouve c'est moi qui suis en tort ou des choses comme ça. Et en fait, moi notamment pour ces profs qui me demandaient de faire des choses le dimanche, j'en parlais avec mes autres assistants, ils me disaient non, moi aussi ça m'est arrivé, mais c'est pas normal. Et en fait, juste de communiquer sur certaines choses qui nous arrivent, je trouve que ça aide vachement à mieux accepter, à mieux vivre certaines choses plutôt que de se dire mince, en fait, c'est de ma faute. Même chose avec ma première famille d'accueil, j'hésite à en parler parce que c'est peut-être moi le problème, etc. Et quand j'en ai parlé à la personne qui s'occupe des familles d'accueil, elle m'a dit que c'était pas normal. Et donc on m'a changé très rapidement. Donc voilà, faut pas hésiter à en parler, je sais que c'est dur, on est à l'étranger, c'est ça. On est un peu perdu, mais faut vraiment pas hésiter à prendre votre courage à deux mains. En fait, moi ça m'a vachement appris ça, hein. L'assistanat, c'est vraiment dire quand ça va pas, faut le dire, quoi. Toujours dans la bienveillance, en fait, si vous dites les choses avec bienveillance et avec les bons mots sans être agressif, ça passera toujours, en fait. Et mettez de l'argent de côté.
Et mettez de l'argent de côté. C'est très important. Sauf si on part aux États-Unis. Voilà. Mais même en fait, pour profiter de son voyage finalement. Ouais. Enfin, moi, je sais que heureusement que j'avais un bon salaire. Mais en fait, sans tous les sous que j'aurais gagnés, j'aurais pas pu faire la moitié des voyages que j'ai fait. Mais même vivre, en fait, la vie à Dublin était hyper chère. L'abonnement de bus, aller sortir prendre un verre, prendre un café, manger, tout est cher. Donc en fait, c'est hyper important d'avoir des sous de côté pour profiter et ne pas tout le temps avoir les yeux rivés sur son compte en banque et se demander si on peut faire le prochain voyage qu'on nous propose, quoi. Aux États-Unis, la vie est chère aussi, à titre indicatif. Voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'ils hésitent, Irlande, États-Unis, c'est cher. Chose à retenir. Mon petit dernier conseil pour si vous partez en Irlande, n'hésitez pas à faire le PPS number. C'est un numéro de sécurité sociale en fait. Et moi je sais que si je l'ai fait assez tardivement, mais ça a retardé le début de mes heures sup en fait. Alors que si vous le faites dès le début, c'est pas une démarche qui prend beaucoup de temps, mais au moins vous pouvez travailler à côté et percevoir un salaire. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. On mettra la recette en commentaire. Exactement. Si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas, posez en commentaire aussi. Donc voilà, commentez, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. Bisous les phénoménaux. Salut!